France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Émission spéciale ce soir pour la nouvelle Assemblée nationale, point final de cette année électorale. Et autant vous dire que si on était bon concernant l'album Panini de la présidentielle, celui de la nouvelle Assemblée, c'est un peu plus complexe, puisqu'il y a 424 nouvelles têtes sur 577. Donc, pour avoir toutes les images, ça va être difficile. Surtout, un message, ne changez pas de groupe, s'il vous plaît, ça va tout nous fiche en l'air. Alors, on a essayé d'avoir les 424 ce soir, mais en une heure. Mais étrangement, le réalisateur de l'émission n'a pas voulu. Allez savoir pourquoi. Mais nous en avons tout de même 4. Vous avez pu les suivre toute la journée sur l'antenne de France Info dans leur première journée, justement, de députés. Et ce soir, ils se rencontrent. Et dans les informés de France Info, nous recevons Annie Chapelier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 49 ans. Vous venez d'être élu pour La République En Marche dans la 4e circonscription du Gard. Robin Reda, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 26 ans. Vous êtes élu pour Les Républicains, député de la 7e circonscription de l'Essonne. Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 28 ans. Vous portez les couleurs de la France insoumise et vous êtes la députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne. Et José Evrard, bonsoir. Vous avez 71 ans. Vous êtes député Front National de la 3e circonscription du Pas-de-Calais. Les informés de France Info. Tiens, ça sent le neuf à l'Assemblée. C'est parti. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un brin de perversité à faire rentrer des gens au moment où les grandes vacances vont commencer. Peut-être y ont-ils pensé, d'ailleurs, tous ces nouveaux députés, qu'il y a un an, leur préoccupation première était d'anticiper les bouchons, voilà, sous le tunnel de Fourvière, ou de prier pour ne pas avoir un été pourri comme l'année d'avant. Mais ça, c'est terminé, et oui, puisque cet été, ce sera Assemblée nationale. Nous allons revenir sur les différentes épisodes de la journée. Il y avait quelque chose d'hypnotique, d'ailleurs, à voir 577 députés voter les uns après les autres. Quand on n'a plus l'aquarium, on regarde les députés voter. Mais juste avant vous, justement au départ, comme vous a suivi toute la journée, comment vous avez vécu juste cette première journée? Alors vous, Annie Chapelier, vous êtes à la base anesthésiste à l'hôpital. Infirmière anesthésiste à l'hôpital de Nîmes. Est-ce que justement on se dit qu'une profession comme ça, est-ce que ça vous soigne du stress, ou alors vous l'étiez justement en rentrant aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est vrai que ma profession me permet beaucoup de gérer le stress, ouais. Car nous avons des situations de stress nettement plus inquiétantes que ce que nous pouvons trouver à l'Assemblée. Et pour ma part, j'étais quand même plutôt exaltée, je dirais, plutôt que stressée. D'accord. Pourquoi exaltée? Parce que pour vous, c'était... Parce que c'est une aventure incroyable pour une personne comme moi, qui est issue de la société civile et qui n'a jamais eu d'engagement politique, et puis parce que quand même la charge, la fonction que nous représentons désormais, enfin que je représente en étant députée, est quelque chose de réellement impressionnant. Si les lieux ne le sont pas, et au contraire, je les ai trouvés très accueillants, très efficients, très pratiques, et avec un personnel extraordinaire. Donc on peut presque y aller en vacances alors finalement. Pas en vacances, pas du tout. Vous allez en vacances dans des endroits efficients. Vous allez plutôt pour vous détendre. Ça dépend. Là, vous savez, il y a tout aujourd'hui. Là justement, à l'Assemblée, on a une impression qu'on va pouvoir travailler réellement. Il y a cette impression d'efficacité. Alors efficacité, Mathilde Panot, vous avez pas fait dans la dentelle au groupe Insoumis dès le début, parce que vous avez manifesté avant de rentrer à l'Assemblée nationale. C'était quand même important symboliquement pour vous de commencer cette journée comme ça, d'aller voir justement des gens de la CGT manifester déjà contre la future discussion autour de la loi travail? Le mouvement social avait appelé donc à ce rassemblement en disant on n'est pas d'accord avec le fait qu'on continue dans la continuité de ce qui a été fait avec la première loi El Khomri, et qu'on continue avec ça sans dire exactement, puisque c'est la presse aujourd'hui qui dévoile où en sont les négociations ou le contenu. Et puis en plus sur le fond, sur la forme, avec un texte qui va passer par ordonnance, donc de manière complètement antidémocratique. Donc c'était important pour nous, à la rentrée des députés, d'être d'abord avec les personnes qui luttent contre cette loi dans la rue. Et justement, comment vous l'imaginez, vous, votre travail de député? Parce que Jean-Luc Mélenchon, au moment du second tour, avait dit « nous serons les porte-voix », en fait, les porte-paroles des manifestants, s'il y en a, ou des mouvements sociaux. Vous l'imaginez comme ça, vous, en porte-parole? Bah oui, nous on est un groupe qui n'est pas majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée. Pourtant, on a recueilli 7 millions de voix au premier tour de l'élection présidentielle, donc c'est important de porter notre programme. Et nous, il ne va pas changer parce qu'il est écrit. Et évidemment que notre groupe, il a vocation à travailler avec le mouvement populaire. Sinon, bon. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible, ça, que c'est pas un peu fantasmagorique? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, ça se voit déjà
que notre groupe se fait porter justement par ce mouvement-là, par le mouvement de la France Insoumise qui compte 500 000 citoyens et citoyennes. Et il faut absolument qu'on porte cette bataille-là. Et d'ailleurs, la bataille, elle ne se fera pas qu'à l'Assemblée, elle se fera aussi en continuant, en apportant la politique dans la rue, comme on l'a fait pendant les 2 campagnes précédentes. Voilà, avec simplement une écharpe tricolore en plus, voilà, autour de votre cou. Alors vous, Robin Reda, vous avez vécu cette 15e législature, le début de cette 15e législature de très près. Vous êtes vous avez gagné un golden ticket, un peu comme dans Charlie Chocolaterie, puisque vous étiez secrétaire de séance, ça veut dire parmi les plus jeunes en fait députés élus. Vous épauliez Bernard Brochon, qui était le doyen, donc qui présidait cette séance. Vous-même, alors vous êtes déjà à la base maire, quand même, de Juvisy sur Orge. Est-ce qu'on se dit, voilà, vous êtes habitué un peu à la politique? Est-ce qu'on est plus impressionné que ça? Est-ce qu'on a senti, comme le disait Annie Chapelier, un poids, voilà, du symbole tout de même à l'Assemblée nationale? Même qu'on est habitué à la politique, à croiser des élus, à être militant depuis son jeune âge, c'est toujours impressionnant d'entrer dans cet hémicycle. Je l'ai trouvé impressionnant déjà vide lorsqu'on a fait notre visite d'intégration la semaine dernière, mais plein, le cœur battant de la démocratie, c'est émouvant et impressionnant. Donc c'est vrai. Alors c'est-à-dire parce que beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui si ça sert à quelque chose à l'Assemblée nationale quand on rentre, quand on fait ses premiers pas pour vous. Ouais. En tout cas, il faut que cette 15e législature soit utile pour le pays, parce qu'effectivement, si dans les 5 ans qui viennent, on n'améliore pas la situation économique et sociale de notre pays, on en viendra à des situations politiques beaucoup plus dramatiques aux élections présidentielles et législatives suivantes. Donc je pense qu'on a tous chevillé au corps la volonté de travailler pour l'intérêt de la France. Alors juste pour terminer sur 2 tables, José Evrard, alors vous-même vous êtes donc député Front National du Pas-de-Calais. Dans votre vie, vous avez été avant au Parti communiste français, vous avez été délégué syndical, vous avez été conseiller général. Être député pour vous, c'est à quoi ça termine une carrière politique? Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui être député? Comment vous imaginez justement cette mandature? Écoutez, j'ai toujours été un homme d'engagement. J'ai été construit dans une famille qui a participé à la résistance. Mon père était mineur de fond. Il s'est battu contre la grève de 48, 3000 délégués licenciés par le Parti socialiste. Il s'est battu contre la fermeture du premier puits de mine à l'ouest du bassin minier. Il s'est battu pour la bataille du charbon. Il s'est battu contre la CED. Et donc, être élu à Lens, capitale du bassin minier, c'est une victoire mythique contre l'injustice sociale et quelque part en étant l'héritier de cette lutte sociale. Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, c'est Stéphane Milhomme. Une cyberattaque mondiale de grande ampleur, elle vise de grandes entreprises et services publics. En France, il s'agit par exemple de la SNCF, mais ces opérations ne semblent pas affecter la filiale d'Auchan en Russie également. La cyberattaque est d'un niveau sans précédent, selon le secrétaire d'État français au numérique, Mounir Majoubi. Il n'y a pas eu de consigne pour élire François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, l'affirme sur France Info. François de Rugy, député de Loire-Atlantique, La République En Marche, élu à la majorité absolue de 353 voix. Une élection dès le premier tour face aux 3 autres candidats. La CGT appelle à une journée d'action et de grève nationale contre la réforme du Code du travail. Ce sera le 12 septembre, une annonce à la veille du Conseil des ministres. Il présentera demain le projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance contesté par la gauche. Et puis Donald Trump assistera au défilé du 14 juillet en France, une invitation d'Emmanuel Macron. L'Élysée fait savoir aussi que les 2 chefs d'État sont prêts à travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, spéciale nouvelle assemblée avec 4 députés fraîchement élus, tout neufs, qui n'ont pas encore servi. Et parmi eux, on retrouve Annie Chapelier, députée du Gard pour La République En Marche, Robin Reda pour les Républicains, député de l'Essonne, Mathilde Panot pour la France Insoumise, député du Val-de-Marne, et José Evrard, député Front National du Pas-de-Calais. Alors aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup d'images rentrant, on a vu les leaders aussi politiques faire leur entrée, car il y a des fortes personnalités à l'Assemblée nationale. Certains se sont inquiétés du sort de Manuel Valls, où allait-il loger ce soir. Mais il y a eu quand même un vote, bien sûr, et c'est François de Rugy donc, qui a été élu président de l'Assemblée nationale. Et au moment de son élection, il a fait un discours, et il a commencé justement son discours ainsi. On écoute François de Rugy. Nous ne pouvons pas ignorer le défi particulier qui est le nôtre. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, nous avons collectivement été choisis par une minorité de Françaises et de Français.
Cela n'entame en rien notre légitimité, votre légitimité à agir et à légiférer. Car nul ne peut prétendre représenter ou porter la voix de celles et ceux qui n'ont pas participé aux dernières élections législatives. Voilà, François de Rugy, donc le nouveau président de l'Assemblée nationale. Donc Mathilde Panot, quand il parle finalement de ce problème peut-être de légitimité de cette Assemblée, il parle bien sûr de l'abstention. Je rappelle, au second tour, ça a été 57% d'abstention. Est-ce que ça délégitime le Parlement pour vous ? Non, ça délégitime pas le Parlement. Par contre, ça délégitime le fait que En Marche, La République En Marche en général, se prévalent d'une majorité de Français qui est pour son projet. Nous, ce qu'on dit, c'est la règle aussi en même temps. Ils sont arrivés en tête des élections, donc. Oui, mais enfin, vous venez de dire qu'il y avait 13% des électeurs qui avaient voté pour eux. Donc, il faut aussi remettre ça à une échelle correcte. Et je pense qu'une des raisons qui marque la méfiance des gens aujourd'hui vis-à-vis de la politique, c'est à la fois tout ce qui s'est passé depuis des années, et notamment avec le quinquennat de François Hollande et les promesses trahies, etc. Et aussi le fait qu'on expertise la politique aujourd'hui, donc on considère que tout le monde n'a pas son mot à dire dessus. Et du coup, on arrive dans un moment où, par exemple, c'est intéressant que ce soit François de Rugy qui dise ça, puisque lui-même, en termes de cohérence politique, a quand même démontré qu'il en avait assez peu. Et on pense, nous, que la cohérence et la clarté, c'est une des choses qui crée la confiance. Parce que quand on retourne sa veste régulièrement et qu'on trahit ses promesses, comme il l'a fait, par exemple, récemment, ça n'aide pas à créer quelque chose qui soit constructif. Justement, Annie Chapelier, pour vous, aujourd'hui, là, quand il parle de la légitimité de cette Assemblée, bien sûr, elle est légitime, puisqu'il y a le scrutin démocratique, mais est-ce que ça ne donne pas un poids supérieur de responsabilité ? On sait aujourd'hui, on en parle beaucoup, de ce problème de légitimité, car il y a eu 57% d'abstention. Oui, il y a complètement légitimité, mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de représentativité du vote des Français, puisque nous correspondons effectivement à un très faible taux de personnes ayant voté, que ce soit pour nous ou pour les autres. Si la France insoumise avait des valeurs suffisantes pour forcer tout le monde à voter, inciter les personnes, le terme forcer n'est pas correct, inciter les personnes à retrouver le goût de la citoyenneté, cela aurait fonctionné, et actuellement, il y aurait plus de 300 députés France insoumise à l'Assemblée. Donc je pense que le problème ne vient pas ni de notre mouvement, ni d'un parti quelconque, mais vraiment d'un désengagement des citoyens en général vis-à-vis des politiques. Et là, nous avons une tâche ardue, tous ensemble, à redonner ce goût de la citoyenneté à chacun. Mais comment ? Alors justement, comment ? Déjà par notre... Oui, bien sûr, je vais vous donner la parole ensuite. Déjà par notre exemplarité, puisque par la loi sur la confiance à la vie démocratique qui va être votée, qui va permettre effectivement de jalonner ce que doit être un député, redéfinir le député dans l'essence même qui le constitue. Mathilde Panot, vous vouliez répondre ? Juste pour réagir sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est important. Emmanuel Macron a fait partie d'un gouvernement qui avait dit aux Français ne vous inquiétez pas, j'arrêterai le contrôle au faciès, je renégocierai les traités européens, mon ennemi c'est la finance. Il a menti sur tout. Donc à un moment, on ne va pas pouvoir aller faire la leçon de morale aux Français et aux Françaises en leur disant il faut vous mobiliser quand on a essayé plusieurs choses, la gauche, la droite, et que finalement on en arrive avec 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Et je tiens à dire quand même que la France insoumise est le seul mouvement politique qui a pendant un an fait des caravanes dans les quartiers populaires pour inscrire les gens sur les listes électorales, alors même qu'il n'y avait pas de campagne nationale de la part du gouvernement sur ce point-là. Mais cela n'a pas fonctionné. Alors, Robin, on en a inscrit. Alors, Robin Reda, justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement, sur ce fort taux d'abstention ? Comment retrouver cette légitimité ? Est-ce que vous avez l'impression, vous, je veux dire, d'être un député, finalement, mal élu, finalement, à cause de cette abstention ? Enfin, comme vous tous, d'ailleurs, mais... D'abord, je pense que l'alignement du quinquennat législatif sur le quinquennat présidentiel entre dans les mœurs, et finalement, il y a une sorte de résignation et de présomption d'automatisme de soutien à la majorité en place qui fait qu'il y a énormément de nos concitoyens qui ne vont pas voter. On a vu un sursaut dans l'entre-deux tours, c'est ce qui a permis de rééquilibrer aussi la majorité présidentielle avec des forces de contradiction qui sont entrées à l'Assemblée. Et je crois qu'effectivement, il faut maintenant expliquer à nos citoyens à quoi sert un député. Le député, c'est l'élu d'un territoire, c'est l'élu de la nation. C'est aussi quelqu'un qui doit faire le lien aujourd'hui dans un contexte, vous l'avez rappelé, de non-cumul des mandats avec les élus locaux, doit faire le lien avec les territoires, doit faire le lien avec un nouveau mode d'association de gouvernance. D'après vous, si on a besoin de le refaire, c'est la 15e législature, pourquoi ça s'est perdu ? Non, c'est le faire. Je pense qu'on arrive à
un modèle de démocratie représentative qu'il faut faire évoluer. Il faut aller plus souvent vers les citoyens, plus souvent au dialogue, plus souvent à l'échange, à la co-construction d'éléments de loi, d'éléments législatifs. Le pouvoir reste celui des députés qui votent les lois au nom des citoyens, mais davantage d'associations au cours du mandat. Sinon, nous n'arriverons pas le succès que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire éviter les conflits et aller vers un rassemblement plus fort des Français. Alors, José Evrard, finalement, c'est vrai que cette abstention, cette légitimité, pour vous, est-ce que ça va être dur aujourd'hui de trouver une crédibilité, même pour votre mandat, même auprès de certains électeurs aujourd'hui, dans votre circonscription ? Je crois qu'il faut voir le sens politique de l'abstention. C'est déjà un vote de défiance par rapport au président Macron. Et en plus, je dirais que c'est l'illustration d'une victoire en trompe-l'œil d'En Marche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation virtuelle qui a été montée de toutes pièces par les médias. Demain, nous allons être confrontés à la réalité sociale, à l'injustice sociale, au train antisocial à la vitesse d'un TGV, sur le code du travail, sur le CDI, etc. Et là, il faudra des réponses qui ne seront pas des réponses enrubannées. Parce que vous savez, José Evrard, il y a beaucoup de militants et de sympathisants Front National qui ne sont pas déplacés, justement. C'est aussi dans vos rangs qu'on a vu énormément d'abstentionnistes. Oui, mais c'est normal. Je crois qu'ils ont compris. C'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Parce que si je prends ma circonscription, nous gagnons 5000 voix au second tour. Mais vous savez, la France, il y en a 577. Oui, mais partout, il y a eu des résultats intéressants pour le Front National. La représentation démocratique aurait pu être la proportionnelle. Et la situation de l'Assemblée nationale tout à fait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Exemple typique, avec le double de voix des Insoumis, on a 8 des députés, eux 17. Le Parti communiste avec 2%, il a 10 députés, il va avoir un groupe avec l'outre-mer. C'est-à-dire qu'on a une représentation démocratique faussée au niveau des résultats et au niveau de l'élection elle-même. Non, et puis l'abstention, je pense que ça donne raison aussi à un thème que nous on porte depuis longtemps, qui est qu'on est dans une crise démocratique très forte. Et toutes les affaires qu'il y a eu à la fois pendant les présidentielles et à la fois pendant les législatives n'aident pas, parce que voilà, ça donne une image déplorable des politiques actuellement, une image de gens qui ne nous représentent pas, et ça c'est important. On n'en a pas parlé là, mais il y a quand même un problème de représentation sociale de l'Assemblée nationale, et donc c'est pour ça que nous on prône la 6e République et la méthode de la Constituante. Allez, on va continuer à en parler, vous inquiétez pas. Dans un instant, vous savez, voilà, non, c'est normal, voilà, on s'y fait finalement aux médias de petit à petit. L'info à 20h20, c'est Stéphane Milhomme. Les 14 départements sont toujours en vigilance orange ce soir dans le centre et le sud-ouest face aux orages. Le trafic aérien suspendu à cause de la foudre autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est la fin en revanche du suivi météo pour la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. François de Rugy décroche le perchoir de l'Assemblée nationale. Le député La République En Marche de Loire-Atlantique, élu peu avant 17h à la majorité absolue, 353 voix. Une élection dès le premier tour face aux 3 autres candidats. François de Rugy entend maintenant aider les élus à reconquérir la confiance des Français après des décennies de crise. Une cyberattaque de grande ampleur et de portée mondiale a visé aujourd'hui de grandes entreprises et services publics, Mars, Nivea ou bien Auchan, en France avec la SNCF, mais l'attaque a visé d'abord la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine où certaines procédures de contrôle des radiations de la centrale de Tchernobyl ont été affectées. Béatrice Huré, reconnue coupable mais dispensée de peine aujourd'hui. Cette femme a aidé des migrants iraniens à rejoindre l'Angleterre en bateau. La procureure de Boulogne, dans le Pas-de-Calais, avait requis une peine de prison avec sursis à son encontre. Et puis Facebook atteint la barre des 2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. Une annonce aujourd'hui du réseau social. Facebook avait franchi son premier milliard en octobre 2012. France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info spéciale Nouvelle Assemblée Nationale avec 4 nouveaux acteurs au casting de cette 15e législature. Et c'est vrai qu'au fil de cette mandature, nous allons découvrir donc de nouveaux visages, de nouvelles personnalités, mais aussi des plus confirmés avec un record cette année de 224 femmes pour 353 hommes. Tiens, d'ailleurs, faisons un petit jeu. Quel point commun entre Fesneau, Faure, Chassaigne, Mélenchon, Ferrand, Jacob et le duo Riester-Demilly? Vous voyez pas? Alors vous allez voir, c'est plus simple si on donne les prénoms. Marc, Olivier, André, Jean-Luc, Richard, Christian, Franck et Stéphane. Si en plus on rajoute le président François de Rugy, une assemblée très masculine. Alors est-ce que ce serait difficile pour les femmes de diriger? Voilà d'ailleurs ce qu'en pense l'ancien président de l'Assemblée nationale entre 2002 et 2007 de cette absence de femmes au perchoir, Jean-Louis Debré.
Je crois que c'était un geste fantastique que d'avoir comme 4e personnage de l'État une femme. Je constate simplement que tous les présidents de groupe sont des hommes, ça ne change pas, et que pour le poste le plus symbolique, on a raté une occasion. Voilà, Jean-Luc Debré, ce matin sur antenne de France Info. Annie Chapelier, pour vous aujourd'hui, est-ce qu'on a raté justement une occasion? Il y avait beaucoup de députés En Marche qui disaient « Ah, ça sera une femme, ça sera bien, ça va vraiment changer ». François de Rugy, là on se dit qu'il y a un coup, c'est un coup politique davantage qu'il y a un coup symbolique? Non, ni l'un ni l'autre. Ah. Il y avait 2 candidates et 2 candidats. Mmh. On vous a communiqué, je pense, les chiffres oui, tout à fait, qui sont bien sortis. sûr. Voilà. Donc vous avez pu remarquer quand même que le cumul des candidates quand même était plus qu'honorable et se rapprochait beaucoup de celui de M. de Rugy. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu déçu finalement de ne pas avoir une femme au perchoir? À titre personnel, moi, j'aurais préféré que ce soit effectivement une femme au perchoir parce que je pense que le temps est venu. Nos candidates étaient vraiment des personnes de valeur. Nos candidats également. Monsieur de Rugy est un homme admirable. Mais j'utilise cela parce que je l'admire tout simplement. Très bien, non mais faut le dire. Voilà. Non, mais voilà, donc vous à titre personnellement, moi j'ai voté pour une candidate effectivement, mais le vote était totalement démocratique et il se trouve que Monsieur de Rugy a eu la majorité. Donc non seulement je respecte ce choix, mais j'en suis très heureuse. Et je pense surtout que d'ici 2 ans, lorsque nous remettrons en question, Richard Ferrand a dit que nous remettrons donc sur le tapis à nouveau l'élection. À ce moment-là, peut-être que le temps sera enfin venu. Donc en tout cas, on ne reporte pas au calendrier grec l'élection d'une femme au perchoir. Et pourtant, le symbole il est là. C'est-à-dire qu'on a que des hommes qui dirigent des groupes parlementaires. Pareil pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Robin Reda, c'est vrai que là, on se dit, on passe à côté peut-être, non? Quelque chose. Je ne sais pas si la question elle est tant sur le sexe que sur la génération. Et je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui, notamment avec la féminisation de l'Assemblée nationale, mais dans tous les groupes, des opportunités d'avoir de nouveaux talents et de nouvelles personnalités qui se dégagent. Moi, ce que je constate dans mon groupe, les Républicains, on avait le choix entre 2 hommes pour présider le groupe, mais on a quand même une vice-présidente qui vient d'être élue, une première vice-présidente, Virginie Duby-Muller, avec un nombre de voix très important. Et vous dites pas pour le symbole, même demain, les Républicains. Demain, moi, je souhaiterais, enfin après-demain, je souhaiterais choisir une femme comme vice-présidente de l'Assemblée pour représenter mon groupe. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il faut faire la place aux femmes. Enfin, c'est même plus une question qui se pose. Pour moi, c'est une aberration aujourd'hui qu'on ait ce débat-là. C'est un constat, je le regrette. Je regrette aussi que finalement la promesse en demi-teinte d'Emmanuel Macron soit pas tenue. J'espère que c'est pas la première d'une longue série de promesses non tenues. Donc, dont acte, et on verra. Moi, je souhaite bonne chance aux femmes qui se sont investies dans cette Assemblée nationale et qui prendront des responsabilités, j'en suis sûr. Oui, Anne Chapelier, vous vouliez rajouter? Oui, simplement qu'Emmanuel Macron avait effectivement souligné qu'il aurait vraiment souhaité qu'il y ait une femme à l'Assemblée nationale, mais il ne pouvait pas promettre qu'il y en aurait une, puisque c'est le fruit d'un vote. C'est le fruit d'un vote, mais on sent quand même qu'il y a une petite peut-être insistance. On sait que c'est politique avant tout. On sait que Richard Ferrand c'est politique. On sait très bien que ces nominations sont politiques. Anne Chapelier, c'est pas non plus, c'est pas l'onction de grâce. Le propre de la démocratie, c'est de pouvoir choisir. D'accord. Voilà. D'accord. Il n'y avait pas eu tout de campagne de la part de François de Rugy avant. Absolument pas. Pas du tout de campagne auprès de vous, parce que je sais pas, il paraît qu'il allait partout, qu'il était au petit soin avec vous, donc contrairement aux autres candidats, il connaissait par cœur lui les rouages justement de l'Assemblée nationale, non? Sophie Errant a déjà été députée également, donc on les connaissait également. Monsieur de Rugy, effectivement, connaît peut-être un peu mieux les rouages. Il était président de groupe déjà. Il était président de groupe, etc. Donc, Bon, Mathilde Panot, est-ce que pour vous, aujourd'hui, on le voit aussi même chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon donc, préside ce groupe, est-ce que finalement, ça quand même, le message envoyé, il est terrible parce qu'on se dit quand même, autant, il y a donc 224 femmes comme jamais il n'en a été élu, et pourtant, aucune ne dirige. Oui, alors nous, on dit clairement, parce que par exemple, Emmanuel Macron, c'est quand même lui qui a choisi son Premier ministre, et il avait déjà dit d'ailleurs à l'époque qu'il voulait que ce soit une Première ministre, ce qui n'a pas été le cas. On nous avait dit ensuite peut-être une femme comme à la présidence du groupe, et c'est Richard Ferrand en plus avec tout le symbole qu'il porte. Et ensuite maintenant, de Rugy qui est président de l'Assemblée. Nous, on avait présenté Caroline Fiat, qui est la première aide-soignante à rentrer à l'Assemblée dans l'histoire, et qui est sur un secteur qui est particulièrement touché, qui est l'hôpital. Et il n'y a pas de ministère des droits des femmes. Enfin, voilà, mais pour votre groupe, vous auriez pu avoir une femme aussi. C'était pas obligatoirement Jean-Luc Mélenchon, ça aurait pu être Clémentine Autain. Oui, alors ça c'est quelque chose qui a été discuté dans le groupe. Jean-Luc Mélenchon était la candidature qui s'est présentée comme étant
Enfin, nous, on a un groupe qui est, depuis qu'il y a l'élu de La Réunion qui est arrivé, qui n'est plus tout à fait paritaire, mais qui l'est presque. C'est-à-dire que nous, on a respecté la parité sur ce qui a été les circonscriptions pas que perdantes pour les femmes, etc. Et on n'est pas dans un groupe qui va dire des choses comme a dit Barbara Pompili, par exemple, en disant que c'était du sexisme de prendre des gens qui étaient de moins bonne qualité, donc en insultant l'intelligence des députés qui sont La République En Marche. On va continuer à en parler. Dans un instant, on parlera également de la loi travail à venir, qui est vraiment le gros plat de résistance de cette nouvelle Assemblée nationale. Voilà le programme à suivre, spécial nouvelle Assemblée nationale des informés de France Info. Passerez votre été. À l'occasion du 500e anniversaire de la ville, plasticiens, designers, graphistes, metteurs en scène, romanciers, graffeurs viendront sur les traces de Niemeyer et de Monet réinterpréter cette cité étonnante. Du 27 mai au 8 octobre, avec plus de 60 artistes invités, l'art envahit la ville et le Havre n'a pas fini de vous surprendre. Œuvres monumentales, expositions, concerts, un été au Havre, c'est la grande redécouverte. Renseignements sur unétéauhavre2017.fr. France Info Météo avec Gauthier, mobilier contemporain, made in France et garantie 10 ans. À découvrir dans nos magasins Gauthier et sur gauthier.fr. Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas. Cette nuit, la vague orageuse va se décaler vers les régions du nord-est et on retrouvera des orages demain matin, des Ardennes à l'Alsace jusqu'aux Alpes du Nord. Sur les régions de l'ouest, une perturbation va apporter une matinée pluvieuse, mais des éclaircies vont revenir par les plages de l'Atlantique. Cette perturbation va se morceler progressivement et demain après-midi, on retrouvera à nouveau des conditions instables et localement orageuses sur la majeure partie du pays. Les orages seront moins forts qu'aujourd'hui, mais dans le sud-ouest, les averses seront fréquentes et pourraient à nouveau être accompagnées de grêle. Le pourtour méditerranéen verra aussi éclater des averses localement orageuses, hormis le Languedoc-Roussillon où les éclaircies seront plus nettes. La baisse des températures va continuer avec des minimales variant de 12 à 23 degrés et des maximales parfois sous les valeurs de saison, atteignant 17 à 27 degrés en général, mais jusqu'à 31 degrés en Corse. France Info. Ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Maxime Fayeul, bonsoir. Bonsoir. Il est devenu le 13e président de l'Assemblée nationale sous la 5e République. François de Rugy a donc été désigné par les députés aujourd'hui pour la rentrée parlementaire. 353 voix sur les 543 exprimées, Julien Langlais. À 43 ans, François de Rugy devient donc le 4e personnage de l'État, élu très largement avec 353 voix. Lui, l'ancien écologiste, ancien candidat à la primaire socialiste, lâchant très vite Benoît Hamon pour soutenir Emmanuel Macron. De la vieille politique ont déjà dénoncé des élus dans les travées, d'autres se disent déçus, y compris dans les rangs d'En Marche, qu'une femme n'ait pas été choisie, même si dans 2 ans et demi, François de Rugy s'est engagé à remettre en jeu son mandat. Dans son premier discours de président, il a exhorté les députés à ne pas se donner en spectacle, à faire de cet hémicycle un lieu respectable pour qu'il soit mieux respecté. Il veut aussi instaurer l'égalité entre les citoyens et les parlementaires, réformer la retraite de ces derniers, leurs immunités, leurs notes de frais, le statut et le salaire des collaborateurs. Ovationné debout à plusieurs reprises par les élus, François de Rugy a conclu son allocution d'une dizaine de minutes par une pique à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, se disant fiers de siéger devant le drapeau européen installé à l'Assemblée par l'un de ses prédécesseurs, Bernard Accoyer. Julien Langlais. Et de son côté, le chef de l'État, Emmanuel Macron, pourrait s'adresser aux parlementaires réunis en congrès. La date n'est pas encore connue. Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec Donald Trump sur le dossier syrien aujourd'hui. Les États-Unis craignent une nouvelle attaque chimique de la part du régime de Bachar el-Assad. Les deux chefs d'État sont prêts à une réponse commune en cas d'attaque chimique. Sur le terrain en Syrie, les États-Unis ont mené un raid aérien contre une prison du groupe État islamique. 57 personnes ont été tuées. Retour en France sur le front social avec une première journée d'action prévue à la rentrée. Journée de grève le 12 septembre à l'appel de la CGT. L'organisation syndicale appelle à la résistance dès la rentrée pour protester contre le projet de réforme du Code du travail. Aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale pour contester ce projet. Des dizaines de secteurs et d'entreprises sont concernés. Une nouvelle cyberattaque se propage dans le monde. Elle se répand depuis l'Ukraine. En France, Saint-Gobain assure être touché par cette attaque. Le parquet de Paris ouvre ce soir une enquête pour tenter de connaître l'origine de cette attaque.
L'Allemagne pourrait autoriser le mariage des personnes homosexuelles. La chancelière allemande Angela Merkel ne s'opposera pas à l'union des personnes de même sexe. Un vote pourrait même avoir lieu en fin de semaine. Une loi qui ouvrirait également la possibilité aux couples gays et lesbiens d'adopter. 20h33 sur France Info, la suite des informés. – 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ce soir, spécial découverte d'un nouveau monde, l'Assemblée nationale, façon nationale géographique en immersion, puisque vous les avez suivis toute la journée sur l'antenne de France Info. Ils sont là autour de la table des informés. Ce soir, nous trouvons 4 nouveaux députés, dont Annie Chapelier, députée de La République En Marche de la 4e circonscription du Gard, Robin Reda pour les Républicains, député de la 7e circonscription de l'Essonne, Mathilde Panot de la France Insoumise pour la 10e circonscription du Val-de-Marne et José Évrard, 71 ans, député Front National de la 3e circonscription du Pas-de-Calais. Je n'ai pas eu le temps de vous laisser la parole tout à l'heure à propos de cette absence de femmes dans la direction finalement des groupes et de l'Assemblée nationale. José Évrard, vous vouliez justement commencer? Oui, est-ce qu'il faut poser la question comme de cette façon? Je crois que évidemment on voit l'évolution d'une société à la condition qui est faite à la femme et à la place que la femme occupe. Mais est-ce que la question qui est véritablement à poser, quelle politique une femme peut incarner? Exemple, si on me dit que Madame Thatcher est une grande démocrate et qu'elle n'est pas quelqu'un qui a fait une campagne antisociale et qui a éliminé les mineurs de Grande-Bretagne, on ne fera pas dire que le fait qu'elle soit une femme a fait en sorte que cette politique antisociale soit terrible. Je pense que vous allez voir, c'est plus sur le symbole, c'est normal. Oui, le symbole, le symbole veut rien dire en soi. Le symbole, c'est ce qu'on peut faire. C'est pas une question de femme, c'est une question de choix politique. Ensuite, que Madame Theresa May, aujourd'hui, elle se batte pour sortir la Grande-Bretagne de l'Europe, c'est aussi un symbole politique fort. Donc la question, c'est du choix politique qu'il faut faire. Et pas le symbole pour le symbole qui n'a pas de sens en soi. D'accord, donc ça veut dire que par exemple Marine Le Pen, aujourd'hui par exemple, qui dirige le Front National, si quelqu'un a des meilleures idées qu'elle, même si c'est un homme... C'est pas une question de Marine Le Pen qui a des meilleures idées, c'est la question de l'expression individuelle, puisque vous avez posé au travers du choix d'une femme, l'expression individuelle de ce choix. Marine Le Pen incarne le choix politique du Front National, elle a sa place comme présidente. Alors justement, juste une question avant de parler de cette loi travail. On l'a entendu tout à l'heure dans les journaux. Peut-être que vous avez découvert donc l'Assemblée nationale aujourd'hui, enfin pas qu'aujourd'hui, depuis la semaine dernière, mais vous allez peut-être découvrir rapidement le Congrès, puisqu'Emmanuel Macron pourrait le réunir le 3 juillet. Alors Robin Reda, est-ce que pour vous trouvez que c'est un exercice? Est-ce que vous êtes en attente de ce genre de relation avec un président de la République? De chaque année, d'avoir un point, comme on a aux États-Unis, sur le discours de l'Union? D'abord, il serait malvenu de ma part de réprouver l'idée de congrès, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a fait introduire cette idée-là. Et je pense qu'effectivement, que le président de la République ait un contrat avec la nation, et donc par le biais des parlementaires puisse avoir un discours sur l'état de la France et sur les grandes directions, ça ne me paraît pas incohérent. Que ce discours intervienne, comme le veut la rumeur, au moment même où le Premier ministre... La veille, en fait, c'est ça, la veille. S'apprête à faire sa déclaration de politique générale. De là à ce que Emmanuel Macron traite son Premier ministre de collaborateur, on n'en est pas loin. Oui, Mathilde Panot, vous, comment vous le voyez, ça, justement, cette relation que voudrait instaurer Emmanuel Macron avec vous? C'est-à-dire, alors, il y a l'Assemblée et le Sénat, c'est-à-dire les parlementaires, aujourd'hui, une fois par an, aller au Congrès, se réunir. Oui, enfin très bien, mais là, Emmanuel Macron nous fait du grand monarque de la Ve République, c'est-à-dire que en même temps qu'il est en train de vouloir passer des lois par ordonnance sur lesquelles nous ne pourrons pas discuter d'une seule virgule, en même temps il veut voir en Congrès les parlementaires en disant qu'il a un lien spécifique avec eux, et en plus, bon, je suis cette fois-ci en accord pour une fois avec la date, si vraiment ça intervient avant mardi et
Et le discours du Premier ministre, ça pose quand même... Enfin voilà, il se pose en Napoléon III, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Donc, j'explique juste, Marine Verdier, en effet, il y a le discours donc, d'Édouard Philippe de politique générale, comme n'importe quel Premier ministre. Il expliquait sa politique et ensuite soumis au vote de l'Assemblée nationale. Donc là, ça serait en effet une première si le président parle avant le Premier ministre. Justement, vous, Annie Chapelier, est-ce que vous trouvez ça normal finalement aujourd'hui que Emmanuel Macron, il en parlait d'ailleurs pendant la campagne aujourd'hui de réunir le Congrès. Nicolas Sarkozy l'avait fait pour parler de la crise économique. C'était en 2009, je crois. François Hollande, c'était au lendemain du 13 novembre où il avait parlé état d'urgence et même d'échéance de nationalité. Là, ça serait quelque chose de systématique. Est-ce que c'est bon de systématiser ce rendez-vous, justement ? Ce rendez-vous est vraiment important parce que, comme vous l'avez dit, c'est un contrat avec la nation. Et puis, pour Emmanuel Macron, il est très important d'avoir une idée, enfin une notion d'évaluation en permanence. Donc ce contrat, il va dans les deux sens, c'est-à-dire entre nous, les parlementaires, et lui. Vous n'avez pas l'impression qu'il prend la place finalement de son Premier ministre, finalement, qui est lui aujourd'hui issu de cette majorité, donc qui doit avoir ce dialogue avec vous plutôt que le président? Les deux ont une nécessité d'avoir un dialogue avec nous. Il ne prend la place de personne. Parce que le Premier ministre, lui, il représente la majorité, alors que le Président de la République est élu par les Français. Ce n'est pas le même rapport. Oui, mais c'est avec tout le Parlement, c'est pas uniquement avec nous, le Congrès. Oui, mais non, mais c'est Sénat et députés. Donc finalement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il prend la place du Premier ministre, tout simplement? Non, je ne pense pas qu'il prenne la place du Premier ministre. Non. Très bien. Alors, vous et José Bras, Oui, sur cette question, moi, je fais appel à l'histoire. Est-ce qu'un Congrès est forcément l'expression démocratique? Il faut se souvenir de la Constitution européenne qui a été validée par 55% de notre peuple, et on fait un Congrès à Versailles pour annuler ce vote démocratique de notre peuple. C'est-à-dire qu'on a vu main dans la main le Parti socialiste et Sarkozy pour dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. De Gaulle aurait dit, ils disent l'Europe comme ils disent des sauts de cabri. Alors, vous attendez ce genre de relation avec le président de la République? Le genre de relation que j'attends, c'est qu'un gouvernement prenne des décisions pour venir servir l'intérêt général du peuple. Or, le fait que Macron se dise européen à fond local, c'est un danger, parce que moi je viens d'une région, je suis la mémoire vivante d'une situation européenne qu'on a conduite depuis 40 ans, et aujourd'hui le bassin minier c'est une terre abandonnée, c'est une terre de désolation, c'est l'illustration de ce que l'Europe va nous donner demain. D'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est l'entretien entre M. Macron et Merkel, qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout, du vent. Donc demain, tous les dangers pour l'Europe sont là. Donc on a compris que vous n'étiez pas tellement pro-européen, mais en même temps, c'est vrai que Marine Le Pen, qui a beaucoup parlé de l'euro, qui l'a fait chuter, les Français ont préféré de l'autre côté. C'est pas une question de préférer de l'autre côté. C'est une question qu'aujourd'hui, les choses, elles avancent toutes seules. Regardez, les médias ont fait un silence terrible sur la crise financière qui s'annonce. 356 milliards de créances douteuses en Italie, des banques qui sont en train d'être rachetées à l'euro symbolique. Si c'est ça l'Europe demain avec la crise financière, ça va être pire que 2008. Alors on en a parlé, mais il faut écouter aussi peut-être. Voilà, les bonnes antennes, ne vous inquiétez pas, écoutez France Info, ça c'est toujours très bien. Allez, l'info à 20h40. Stéphane Milhomme. Le parquet de Paris ouvre une enquête en flagrance après la cyberattaque de grande ampleur et de portée mondiale. Elle touche plusieurs services et grandes entreprises en France et dans le monde, et notamment l'industriel français Saint-Gobain, également la SNCF. 14 départements restent en vigilance orange face au risque d'orage, face au vent et parfois la grêle. La vigilance est valable jusqu'à ce soir minuit. Météo France sort en revanche de la liste la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. François de Rugy, dès le premier tour, le député La République En Marche de Loire-Atlantique, élu président de l'Assemblée nationale, élu à la majorité absolue cet après-midi avec 353 voix. Emmanuel Macron et Donald Trump prêts à travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie. Une annonce ce soir de l'Elysée. D'autre part, le président français invite son homologue américain à assister au défilé du 14 juillet. Et puis les salariés de GMS comptent passer la nuit sur le site de la Souterraine dans la Creuse. Cet après-midi, ils ont même allumé plusieurs feux aux abords et sur le parking de l'équipementier automobile. Les foyers sont contenus. Ils veulent faire pression sur le gouvernement, avoir la prolongation de la période d'observation de l'entreprise en redressement judiciaire, obtenir les meilleures conditions de départ possibles. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, spéciale nouvelle Assemblée nationale avec 4 nouveaux députés qui viennent d'être élus, dont Annie Chapelier, députée du Gard pour La République En Marche, également Robin Reda pour les Républicains, député de l'Essonne, Mathilde Panot pour la France Insoumise, députée du Val-de-Marne, et José Évrard, député pour le Front National du Pas-de-Calais. Bon bah voilà, en tout cas, tout le monde a reçu sa mallette, on a fait des selfies, on a vidé la buvette, Jean-Pierre Raffarin a tiré sa révérence, Emmanuel Valls a trouvé au logé, voilà, tant mieux, au groupe La République En Marche, mais dans la chambre de bonne, puisqu'il sera apparenté à La République En Marche. Et maintenant, au travail, et au menu, c'est du costaud. Alors, pas du tout du sans gluten pour les parlementaires. Premier débat sur la prolongation de l'état d'urgence, puis la loi de la mémorisation de la vie politique. Mais le plat de résistance sera le projet de loi d'habilitation des ordonnances concernant la loi travail. Une réforme donc du code du travail qui fera un premier passage demain en Conseil des ministres, et le texte sera examiné entre le 24 et 28 juillet prochain. Et certains le sentent bien, finalement, comme le député Les Républicains, Éric Woerth. J'ai l'intention de voter la réforme du Code du travail. Mais, pardon, monsieur Woerth, j'ai pas de problème là-dessus. Le texte qui a été présenté par Madame Pénicaud, etc., dans les journaux, et qui sera présenté au Conseil des ministres, dans la loi d'habilitation, ce ne sera pas le texte définitif, mais dans la loi d'habilitation, il ressemble, pas surtout, mais il ressemble assez furieusement à ce que nous avons écrit dans le projet des Républicains, à ce que nous avons débattu dans le cadre des primaires républicaines, et au projet qu'a porté François Fillon. Donc franchement, on a plutôt envie de le voter en l'état. Voilà, Éric Woerth ce matin sur France Info. Alors, Robin Reda, c'est compliqué d'être dans l'opposition et en même temps de voter une loi si symbolique, qui s'annonce symbolique de ce quinquennat. Oui, alors de ce que j'ai pu en voir, les projets d'ordonnance ou d'habilitation pour prendre les ordonnances sont effectivement assez larges et ambitieux. Moi, vous dire que effectivement, on serait dans l'opposition stérile à des projets qu'on a nous-mêmes portés, ce serait ridicule et mensonger. Moi, je me réjouis que soit réintroduit, par exemple, le barème des indemnités prud'homales. C'était l'emblème du renoncement de la loi El Khomri. Donc tant mieux si dans le projet de loi, il est réintroduit cette idée-là. Idem pour les accords d'entreprise. En revanche, il y a encore beaucoup de flou qui est entretenu sur ces ordonnances. Donc il ne faudrait pas que cette réforme du droit du travail, elle accouche d'une souris, parce que ce serait une nouvelle déception, un nouveau renoncement. Après, je pense aussi que ça va beaucoup hystériser, notamment ce qui reste du Parti socialiste, l'extrême gauche, et que le gouvernement doit s'apprêter à un premier bras de fer au-delà de la question de la négociation avec les syndicats. Mais vous n'êtes pas dans ce fameux groupe qu'on appelle les constructifs, c'est-à-dire, on va dire, les autres. Voilà. Vous êtes dans ce groupe animé par Christian Jacob, donc les Républicains traditionnels. Donc, en gros, on peut s'attendre aujourd'hui, quand on voit Éric Woerth, qui est dans ce même groupe que vous, donc vous voteriez tous aujourd'hui pour cette loi travail. Aujourd'hui, il faut qu'on voit les textes, il faut qu'on aille au fond des choses, qu'on puisse quand même regarder ça dans le détail. On ne peut pas donner carte blanche. Et c'est sur ça qu'on a fait campagne. Après, moi, j'ai mes convictions. Elles sont dans la droite républicaine. Nous avons été élus sous cette bannière. Nous respectons nos électeurs. Nous avions aussi fait des propositions en ce sens. Et donc, si nous retrouvons ces propositions dans les projets de loi, il va de soi que nous les voterions. Alors, Mathilde Panot, on vous a entendu en début d'émission. Vous avez déjà manifesté ce matin par rapport à la réforme du Code du travail. Pour vous, c'est la mère des batailles de ce quinquennat, parce que parfois on a l'impression que finalement les députés de France Insoumise ne parlent que de ça. On se demande si sur les autres sujets, en fait, vous serez aussi attentifs, parce que c'est vrai qu'on voit des François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon ou Alexis Corbière, c'est le sujet principal. Donc pour vous, c'est celui-là avant les autres ? Sur la période, oui. On sort quand même d'une année précédente où il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont manifesté dans la rue contre la loi El Khomri, qui a été complètement cassée dans le débat par l'utilisation du 49.3 de manière répétée. Là, on sait que ça va être une loi qui va aller encore plus loin. Et en plus de ça, on sait que il n'y a pas eu de débat dans les circonscriptions sur ce point-là. Moi, la candidate En Marche qui était face à moi n'a pas voulu débattre, n'a pas voulu expliquer ce qu'il allait faire. Et tout le monde ne lit pas Mediapart, tout le monde ne lit pas Le Monde pour pouvoir regarder ce qui va se passer. On sera tout aussi attentif aux autres, je vous rassure là-dessus. Par exemple, sur la prolongation de l'état d'urgence et l'état d'urgence dans le droit commun, si on peut donner un chiffre qui peut montrer à quel point c'est inefficace, depuis novembre 2015, il n'y a que 0,05% des perquisitions qui ont donné lieu à des poursuites judiciaires. Donc on voit que, et la plupart d'ailleurs des assignations à résidence ont été utilisées pour des militants. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas aussi anodin de regarder le lien qu'il y aura avec les manifestations dans la rue. Alors, José Évrard, vous, j'imagine, pour vous, vous en parliez depuis le début donc de l'émission. Vous êtes ancien militant communiste, vous êtes passé au Front National, aujourd'hui vous êtes député Front National. Cette loi travail, pour vous,
J'imagine qu'elle va vous intéresser au tout premier chef, non? Évidemment, parce que nous sommes les seuls qui avons été clairs par rapport à cette loi de travail, c'est-à-dire notre prise de position contre Macron. On n'a pas eu d'hésitation à nous prononcer contre Macron. Or, quand je vois Pierre Laurent qui appelle à voter Macron, le MEDEF pour un grand banquet, quand je vois la CGT par Martinez qui appelle à voter Macron pour faire barrage, soi-disant, au FN avec les vieux critères obsolètes qui ne correspondent plus à la réalité de ce qui est devenu le FN sous Marine Le Pen, je me dis où est l'honnêteté politique dans ce débat? C'est-à-dire on ne peut pas être dans une situation de ne pas prendre parti. Nous sommes clairement pris parti. Monsieur Corbière a avoué qu'il a voté Macron. Donc de ce point de vue, il est déjà hors course pour nous donner des leçons pour combattre Macron. Mais alors justement, aujourd'hui, quel sera votre poids, vous, au sein du Front National? Parce que vous n'avez pas de groupe. Est-ce que ça ne sera pas une voix perdue, comme ça, au milieu des autres, même quand Marine Le Pen parlera sur d'autres, quel que soit le sujet? D'ailleurs, est-ce que vous serez entendu ou pas? Encore une fois, le privilège de l'âge. Vous l'avez répété à 2 fois, j'ai 71 ans. Oui, j'ai fait mai-juin 68. Quand, dans Le Monde, M. Viançon-Ponté écrivait 2 mois avant les événements mai-juin 68, la France s'ennuie. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que demain, la situation sociale va se détériorer à vitesse grand V parce que nous allons vers l'ubérisation de la société, c'est-à-dire la lutte de tous contre tous et la marchandisation de tous contre tous. Et je crois que dans les valeurs de la France, il y a cette valeur travail, ce code du travail qui est issu de la libération des jours heureux, qui était le programme national de la résistance. Annie Chapelier, vous l'entendez ça justement aujourd'hui? C'est vrai que cette loi aujourd'hui, depuis finalement qu'Emmanuel Macron en a parlé pendant la présidentielle, c'est ce qui cristallise, c'est ce qui perturbe aussi. On l'a vu à droite, on le voit à gauche. En effet, c'est carrément, on monte finalement presque une barricade. Ça va être compliqué à passer. Quand j'entends M. Évrard parler du travail comme d'une valeur, je voudrais quand même rappeler que la valeur essentielle que le met en avant Emmanuel Macron, c'est justement celle de la revalorisation du travail. Le travail a perdu sa fonction d'être dans notre société pour beaucoup de personnes. Il n'arrive plus à nourrir certaines personnes et d'autres personnes s'en sont détachées. Il est temps de renouer avec cette valeur et cette loi travail va aller en ce sens. Elle va donner comment? Eh bien, écoutez, vous êtes constamment dans l'opposition à contrecarrer tout, mais en même temps, vous ne proposez rien. Là, au moins, nous proposons. Nous avons peut-être pas le mérite des 144 propositions, je crois. Lesquelles 144 propositions? De Marine Le Pen, justement, pour relancer l'activité économique, le patriotisme économique, lutter contre les délocalisations. Moi, je suis d'une terre où on a tout cassé, madame. Alors, monsieur Évrard, je vous interromps. Là, je suis obligée de vous interrompre. C'est une terre de travail. Je suis obligée de vous interrompre. Où les mineurs ont donné beaucoup, où les filles de mineurs allaient dans les industries textiles, ils allaient rouir le lin et tout ça. Comment voulez-vous que ces gens qui se sentent abandonnés et je suis d'une région. Je suis d'une région. L'ubérisation de la société. Je suis d'une région qui a également un passé minier, le Grand Combe, si vous connaissez peut-être. Région sinistrée par excellence, justement, par la fin des mines. Pas de la même échelle que votre. Je vous rappelle, mon père était résistant. Bon, je suis de village où la plupart des personnes ont connu la guerre, les personnes âgées, et elles revendiquent non pas l'exclusion par rapport au reste de l'Europe, mais au contraire l'ouverture sur l'Europe. Annie Chapelier, je suis obligé de vous interrompre et on va revenir dessus. Il s'agit de valeurs simplement qui nous séparent complètement. Dessus. Allez, l'info à 20h51, c'est exceptionnel ce soir, et oui, Stéphane Milhomme. Le scandale de l'amiante, le parquet de Paris vient de requérir l'arrêt de l'instruction dans 14 enquêtes pénales. Instruction arrêtée dans 14 dossiers sur 30, ce qui réduirait la perspective d'un procès. L'affaire a éclaté en 1996 à la suite d'une plainte pour homicide et blessures involontaires déposée par d'anciens salariés d'Eternit. Cette entreprise fabriquait des produits recelant de l'amiante. Elle est partie de la Russie et de l'Ukraine et s'étend à de nombreux pays, dont la France. La cyberattaque est d'un niveau sans précédent. Commentaire du secrétaire d'État français au numérique, Mounir Majoubi. En France, le parquet de Paris ouvre une enquête aujourd'hui en flagrance après cette cyberattaque de grande ampleur. La SNCF a été touchée ainsi que Saint-Gobain.
Le nouveau président de l'Assemblée, François de Rugy, appelle les députés à reconquérir la confiance des Français. Le député La République En Marche de Loire-Atlantique décroche la majorité absolue, 353 voix. L'enquête des attentats de Nice, présentée tout cet après-midi aux victimes et à leurs proches. Plus de 300 personnes présentes dans un amphithéâtre universitaire de la ville des Alpes-Maritimes. Près d'un an après cette attaque du camion sur la promenade des Anglais, 86 morts et plus de 400 blessés. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, spéciale nouvelle assemblée avec des nouveaux députés et on voit que eh bien cette loi travail qui va arriver fin juillet fait déjà beaucoup parler. Mathilde Panot, vous vouliez je voulais juste réagir notamment à ce que vient de dire mon voisin du Front National. Je ne vous ai pas vu dans la rue en train de démontrer, de faire une démonstration de votre opposition. Il y a aussi beaucoup d'incohérences dans ce qui est porté aujourd'hui par le Front National. Je rappelle que Marine Le Pen n'a pas voté contre la directive des travailleurs détachés. Je rappelle que Mme Le Pen a dit qu'elle était pour la retraite à 60 ans, mais que si ce n'était pas possible budgétairement, éventuellement, eh ben, on pourrait passer dessus, etc. Et enfin, sur la loi travail, je maintiens que la loi travail qui va être faite actuellement par le gouvernement Macron, c'est quelque chose qui va précariser tous les salariés. Et si on veut aller sur un modèle comme l'Allemagne aujourd'hui, qui est souvent érigé comme modèle, et pourtant qui est le pays dans lequel il y a le plus de travailleurs pauvres, eh ben, c'est exactement la direction qu'il faut prendre et c'est celle qu'on ne veut pas. Alors justement, ça vous l'entendez, justement, Annie Chapelier, il y a finalement aussi cette réflexion. On peut se dire, c'est vrai qu'il y a eu du monde dans la rue contre la loi El Khomri. Est-ce que ça peut vous inquiéter? C'est-à-dire, on dit souvent, avec ce quinquennat, aujourd'hui, la Chambre, finalement, n'a plus tellement le rôle d'opposition. Est-ce que vous craignez, finalement, aujourd'hui, ces mouvements de rue par rapport à cette future loi travail? Aujourd'hui. Vous pensez que c'est là que ça va s'exprimer? Dans la rue? Je ne suis pas Madame Soleil. Non, bien sûr, non, mais je sais. J'espère que vous n'avez pas élu pour être ça. J'ai énormément confiance, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer au mois de fin juillet, parce que je pense que ni vous ni moi ne pouvons le dire. Par contre, j'ai extrêmement confiance à Emmanuel Macron et en son gouvernement, et à sa capacité au dialogue, et à amener les choses avec une concertation commune. Parce que là, on est dans une idée de confrontation. Or, la façon de travailler de ce gouvernement est celle réellement du dialogue et de l'ouverture vers les autres, de l'écoute, et puis effectivement à la fin de la promulgation d'une loi. Romareda, alors moi, j'ai pas connu 1968, mais je suis d'accord avec mon collègue. La France s'ennuie. Et elle s'ennuie pourquoi? Parce qu'on a 6 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc est-ce qu'on ne bouge rien et on laisse des personnes aujourd'hui au chômage longue durée ne jamais retrouver d'emploi, des seniors qui approchent de la retraite et qui n'arrivent pas à retrouver d'entreprise, ou est-ce qu'on essaye de secouer le cocotier et de bouger les choses? Bon, alors effectivement, faisons des propositions, débattons, et puis allons vers une réforme qui permette de retrouver de l'emploi, de renouer avec la croissance, et d'avoir effectivement une France qui s'occupe. Et pas une France qui s'ennuie. Les ordonnances, ça a beaucoup fait débat. Alors, il va y avoir un débat autour d'ordonnances, de savoir ce qu'on met dedans. Mais pour vous, est-ce que c'est une manière de gouverner, c'est-à-dire aller vite, aller plus vite? Est-ce que c'est important aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous soutenez ce mode de gouvernance? Les ordonnances ont fondé la Ve République à un moment où il y avait besoin effectivement d'avancer et de faire progresser la France. Donc, je pense que c'est une méthode qui est tout à fait valable. Après, que ce soit des ordonnances qui soient présentées avec un flou aussi total qu'il l'est aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme ça, et effectivement ça ravivera des tensions qu'il faudra éviter pour le pays. José Bras, pour vous c'est les ordonnances? Les ordonnances n'ont pas à être mises en place. Si on est d'accord pour dire, au travers de la politique qu'on va mener au niveau de l'État, on va prendre des dispositions pour améliorer le travail, le pouvoir d'achat, les retraites, les salaires. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour ça. Il suffit de faire une politique qui aille dans cette direction-là et le peuple sera content et le peuple soutiendra. Je ne pense pas que l'Europe demande ça. Elle demande tout à fait le contraire. Par contre, 2 secondes pour madame. La retraite à 60 ans, c'était avec 40 annuités. Évidemment, quand vous commencez à 24 ans, vous finissez à 64 ans. Et c'est ce que Marine Le Pen a expliqué. Donc, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Et les valeurs des travailleurs détachés, nous avons voté contre. Nous étions contre depuis toujours. Et je crois qu'il ne faut pas non plus manipuler les choses pour dire le contraire de ce qu'elles ne veulent pas dire.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. En tout cas, ravi d'avoir fait votre connaissance, parce que j'imagine qu'on va se recroiser pendant ce quinquennat. Merci à vous, en tout cas Annie Chapelier, députée du Gard, Romain Reda, député de l'Essonne, Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, et José Évrard du Pas-de-Calais. Merci d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci. Et je remercie au passage Sandrine Etoa Andeg, Louise Baudet, Mathieu Mandoloni, Benjamin Elie du service politique de France Info pour nous avoir fait vivre cette journée auprès de vous. Et il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestracci. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu et bonsoir à tous. Pour le classico programme ce soir. Alors on va d'abord évoquer la mort à 52 ans aujourd'hui de l'ancien attaquant international Stéphane Paille, ex-grand espoir du foot français. Il avait aussi un côté sombre avec la drogue et la prison. Retour aussi sur la polémique entre Serena Williams et John McEnroe. On parlera aussi du Tour de France puisque nous sommes à J-4 du départ à Düsseldorf. Le classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info. Partageons le tour avec Radio France. 198 coureurs au départ du Tour de France à Düsseldorf. Une poignée vient pour gagner. Les autres visent une part de gloire. Remporter une étape ou encore ajouter leur nom aux 264 coureurs qui ont porté le maillot jaune. Et tous ceux qui achèvent le parcours gagnent le surnom de géants de la route. Ils sont jusqu'ici 3260 dans ce club très fermé. Le Tour de France du 1er au 23 juillet avec Radio France. Jeudi 6 juillet, pour finir la saison des concerts de l'Auditorium de Radio France en beauté, l'Orchestre National de France a imaginé un programme exotique. Italien avec Rossini, mexicain avec Revueltas, des musiques de films en compagnie de Nino Rota et du jazz selon Gershwin. Jeudi 6 juillet à 20h, avec la contrebassiste Maria Chirokoliska et le chef d'orchestre